Je suis architecte. J'ai fait une thèse en art plastique, esthétique et sciences de l'art à Paris 1 et vidéaste et enseignante-chercheur à l'école d'architecture de Grenoble. Et depuis cet été, je suis enseignante, je suis chargée de cours à l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg en Suisse. Donc depuis une dizaine d'années, je travaille sur la théorie de l'architecture en lien avec les arts visuels, donc sous la forme de recherche et d'expérimentation que j'ai développée dans ma thèse de doctorat. Pour relever du sensible, j'ai dû trouver un outil et j'ai développé donc une méthode de travail basée sur l'utilisation essentiellement de la vidéo et du montage et du collage numérique. Donc cette approche expérimentale, je l'ai développée en parallèle de mes recherches dans l'enseignement, donc à Grenoble et à Fribourg. Le dialogue entre les arts visuels et l'architecture pose, selon moi, plus largement la question de l'ornement. Aujourd'hui, le terme ornement est peu utilisé, on parle plus communément d'une esthétique pour le traitement de l'espace intérieur comme pour le traitement de l'espace extérieur. Donc l'esthétique qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est l'esthétique produite par le dispositif spatial qui induit des sensations chez l'usager. Donc ce qui m'a amené à m'intéresser plus particulièrement au cours de ma thèse à l'évolution de la limite entre l'espace intérieur et l'espace extérieur, c'est-à-dire à l'évolution de la façade et de la fenêtre entre le 19e, fin 19e et début 20e. Alors, si à une époque, la distribution des pièces est essentiellement attachée à la commodité, cette pensée qui s'appliquait alors à un espace clos, fermé sur lui-même, va par des nouvelles problématiques liées aux avancées techniques du XIXe siècle, apporter des nouvelles propositions. Donc la pièce conçue comme la partie indépendante dans tout, comme une unité indépendante, dans sa taille et sa configuration, qui va jusqu'à la disposition des portes et des fenêtres en fonction de la meilleure positionnement du lit, par exemple. On définit les éléments de l'architecture en fonction de la commodité de la pièce. Pour le confort d'usager, va s'altérer au cours du XIXe siècle. Alors, elle va s'altérer pour différentes raisons. Une des raisons, c'est la réglementation des hygiénistes au XIXe siècle, où l'architecte, en fait, doit repenser la disposition des pièces en fonction de données extérieures, que sont la lumière et l'air. Alors, la lumière et l'air étaient essentiels dans l'architecture. On avait simplement des fenêtres pour avoir de la lumière et de l'air, mais on n'avait pas cette notion d'hygiène. Et avec les hygiénistes, la fenêtre devient beaucoup plus grande, prend beaucoup plus de place par rapport à l'espace intérieur, et on va voir, ouvre sur l'espace extérieur. Nouvelle donnée pour penser l'espace, et ça c'est une nouvelle donnée du XXe siècle, la donnée du regard en fait. Depuis l'intérieur d'appartements vers la ville, qui à cette même époque, au moment des hygiénistes, en fait, se transforme et s'embellit, avec le projet d'Haussmann. Elle devient attrayante, elle devient regardable. On n'hésite plus à faire de cette fenêtre un balcon sur la ville, qui devient le lieu du spectacle en fait. Donc là je vous ai mis en fait une œuvre de Caillebotte, un impressionniste, en 1875. Il y a beaucoup de fenêtres dans l'œuvre de Caillebotte, comme ça, sur la ville. On regarde la ville, la fenêtre, et on voit, est très très grande. Alors on n'est pas non plus dans n'importe quel logement. La ville est regardable, elle est agréable, elle est propre. On a tous les systèmes de réseau. On va comme ça, à travers l'art en particulier, changer de sujet de représentation avec des attraits pour des sujets qui jusque-là étaient sans intérêt. La ville, avec ici une importance du cadrage photographique, il y a l'inspiration aussi, la référence à la photographie qui est très très forte aussi à cette époque-là, la façon de cadrer le personnage et la fenêtre, de le représenter. Et en 1914, en instituant le plan libre, avec la maison Domino, Le Corbusier supprime la frontière entre les pièces en intérieur et propose une nouvelle limite visuelle entre l'espace intérieur et l'espace extérieur, et il modifie du même coup la notion et la fonction même de la pièce. Construit pour ses parents en 23, donc au pied des vignes qui sont derrière, et puis donc à 4 mètres du lac. Là, Le Corbusier, donc, en développant le plan libre, alors là on n'est pas sur un système très marqué de plan libre, c'est une toute petite maison d'un seul niveau,
qui fait 64 mètres carrés. Elle fait 16 mètres de long, donc la façade la plus longue, là vous voyez la grande fenêtre, elle fait 16 mètres, et puis elle fait 4 mètres de côté, donc c'est un tout petit volume, hein, sur un plan rectangulaire. Avec, on retrouve ici donc cette grande fenêtre qui ouvre sur le paysage et qui fait du regard un élément essentiel de la construction, de l'appréhension de l'espace en fait construit. Là, on est, on ne s'en rend pas tellement compte, mais on est vraiment plongé dans le lac et avec, la limite, ce sont les Alpes en face. On n'a pas du tout la limite du sol, la limite terre-eau ne se voit pas en fait quand on est debout devant la fenêtre et on est vraiment plongé, le regard part dans le paysage. Donc ça, c'est une donnée sensible de perception hein, qui apparaît donc, au début du XXe siècle. Le Corbusier met en place un espace polyvalent et fluide qui n'est en rien, hein, maintenant, le résultat d'une pensée basée sur une commodité, fonction d'agencement des pièces et des circulations, mais sur des concepts. Donc les nouvelles manières de concevoir l'architecture et leurs incidences sur l'espace engendrent de nouvelles possibilités d'appropriation pour les usagers. La Villa Savoie, donc, qui est construite quelques années plus tard, où là la paroi de verre occupe toute la hauteur. Le regard est toujours plongé, bon, on va dire dans le paysage, mais c'est pas si simple que ça ici, c'est pas aussi direct, hein, parce que chez Le Corbusier, en fait, le regard intérieur-extérieur est toujours dirigé par l'architecture. La décoration, ou l'ornement, hein, largement associé à la distribution pour le confort hein, dans le passé, laisse place à l'esthétique qui vient pallier, en quelque sorte, la dématérialisation des pièces, hein, comme on vient de le voir ici. Alors, cette esthétique provoque du plaisir ou du déplaisir hein, quand on est dans l'espace, qui est proche de ce que peut provoquer une œuvre d'art. Mais les éléments provocateurs hein, de cette perception ont changé. Ils ne sont plus superflus ou arbitraires, ou plaqués sur la matière. Hein, je reprends le terme d'Adolphe Loos en 1908, hein, qui parle de cette matière plaquée. Donc les sensations sont produites par la matière même, hein, c'est sur ce principe que se construit la pensée moderne de l'architecture. Donc les sensations, à partir de là, à partir de ces travaux-là, vont naître de la rencontre d'un matériau, d'une lumière, d'une forme, d'une hauteur, d'une épaisseur, d'une ouverture, avec l'usager, donc avec le dispositif. Et c'est cet échange-là, en fait, qui va créer du sensible. Donc c'est dans ce contexte que les arts visuels interviennent dans l'espace dès le travail de conception architecturale. Donc la conception de l'espace contemporain en Occident fait dans certains cas appel aux arts visuels, alors c'est pas dans tous les cas, hein, ça ne marche pas toujours, pour réaliser des dispositifs sensibles que l'ornement ne produit plus. Donc par ce glissement de la pensée de l'art dans l'architecture, l'art devient matière pour l'architecture. Donc la place de l'art est variable. J'avais relevé dans ma thèse 3 approches possibles de l'art à l'architecture. La première, c'est l'architecte artiste, du type Gehry, hein, qui n'a pas de frontières en fait, hein, qui manipule les deux disciplines en parallèle. Il y a la pratique en fait en binôme, où l'architecte, dès le départ de ses travaux en fait, de conception, intègre un artiste. Alors là, moi j'avais travaillé, mais il y en a plein, sur Herzog et de Meuron, hein, qui travaille très souvent dans cette logique-là. Et puis la troisième approche, c'est celle plus conceptuelle de Rem Koolhaas, en fait, hein, qui a une très forte approche de l'art, de la danse, mais qui ne se limite pas essentiellement à ces deux disciplines pour l'architecture. C'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, donc il y a trois types d'approches. Et donc ces approches, hein, quelles qu'elles soient, sauf peut-être pour la première, en particulier chez Gehry, ce sont des croisements, provoquent des croisements souvent imperceptibles, hein, voire invisibles, entre les arts visuels et l'architecture, qui font des arts visuels un outil du regard, et plus particulièrement, un outil de perception visuelle.
Donc la saisie et l'analyse de ces croisements immatériels, hein, insaisissables, imperceptibles, on va dire, invisibles, donc la saisie et l'analyse de ces croisements ont nécessité un travail d'expérimentation et de manipulation par la vidéo numérique. Donc l'image animée, associée aux propriétés du numérique, a permis de lire et de penser un bâtiment de manière multiple. Donc l'image animée permet une nouvelle connaissance visuelle de l'espace. D'abord dans sa notation du réel, puisqu'elle note tout. La caméra, quand vous la placez dans un lieu, elle va tout prendre. Et puis, parce que dans un deuxième temps, elle permet de fabriquer par les techniques du collage et du montage des réponses variées, des réponses multiples. Donc ce travail expérimental libère le regard, on va dire, ordinaire pour donner à voir l'espace autrement. Donc c'est vraiment ça que je mets en place dans l'enseignement. Hein, c'est essayer, par l'expérimentation vidéo, d'aller au-delà du regard ordinaire, que ce soit sur un bâtiment, vous verrez tout à l'heure, ou que ce soit sur un espace urbain, pour le prendre en compte dans sa totalité. Donc le but de la vidéo, c'est pas d'imiter le réel ou de communiquer sur le réel, mais c'est de lui faire raconter autre chose. Donc, les images dans les montages sont des... Je reprends le terme de Georges Didier Huberman qui parle de passage. Donc les images dans les montages, dans les collages, hein, ce sont plus des collages que des montages en fait, vidéo, ouvrent l'individu au lieu qu'il est en train de regarder, d'étudier, par l'imaginaire ou au sens que convoque ce lieu. Hein. Donc c'est vraiment une ouverture... pour un discours, pour construire un discours personnel sur l'architecture ou sur l'urbanisme. Alors, donc j'en viens à la vidéo, donc, qui est pour moi un outil pour relever et pour fabriquer. Donc pour saisir et théoriser cette relation, nous utilisons la vidéo pour saisir ce sensible. Sa capacité à critiquer et à conceptualiser est équivalente, aux outils classiques, hein, que sont le dessin, la photo ou la maquette. Mais le plus de la vidéo, c'est qu'elle permet d'intégrer la dimension supplémentaire d'un espace-temps en acte et la multiplicité des points de vue, que ne peuvent pas... La multiplicité des points de vue, on peut le faire en photo, on peut le faire en dessin, mais en temps arrêté. Là, on l'a dans le temps réel, en fait, en train de se faire, en train de se former. On a l'acte en train de se construire. Donc, on arrive à saisir des séquences comme ça. Donc, au-delà de ce qui passe par l'œil et que les outils de représentation classiques peuvent saisir, la vidéo permet essentiellement de rendre le déplacement, donc le mouvement, et les variations en temps réel, variation des points de vue, du clair au foncé, les changements de lumière, pénombre et éblouissement, les accidents, les rencontres, les fonctionnements de l'espace, les dysfonctionnements, par analyse en fait des images prises. Hein, on retravaille les images prises. Je reviens dessus. Donc le processus de travail mis en œuvre utilise l'image animée comme un déclencheur de la pensée. On utilise les images comme des déclencheurs d'idées en fait. Donc à la manière du montage collision de Sergei Eisenstein, qui en fait, lui, le montage collision, c'est un travail de différentes prises de vue, depuis différents points de vue, par plusieurs caméras, qui ensuite sont montées sur une même séquence, et qui provoquent comme ça ces changements de point de vue, des images assez brutales, assez violentes. Bon, Eisenstein, il a utilisé ça en particulier si vous regardez les premières minutes du film Octobre, hein, qui date de 1928, qui est un film de propagande pour les 10 ans de la Révolution. Donc on est vraiment, par le montage, Eisenstein essaie de traduire cette idée de révolution. Donc on est dans quelque chose de très dynamique, très violent, très agressif. Donc c'est différentes prises de vue qui sont montées ensemble. Donc ça c'est le montage collision. Et puis ce qui est peut-être plus proche de ce que je propose dans les enseignements, c'est l'iconologie de l'intervalle. Ça c'est ce que j'ai mis là. C'est ce que proposait
ce qu'a mis en place Aby Warburg, qui est un historien de l'art allemand, entre 1924 et 1929. Et en fait, l'iconologie de l'intervalle, c'est un travail de rapprochement des images selon des thèmes pour provoquer celui qui regarde ces panneaux en fait. Donc il y a toute une mise en scène. Les images sont rassemblées sur un tissu noir en fait, donc neutre, et sur lequel donc, il vient épingler comme ça les images par thème, par forme, par mouvement, parce qu'il y a des personnages qui se renvoient les uns aux autres. Une idée, une attitude de personnage qui renvoie à une autre attitude. Voilà. Il fait des groupements comme ça, puis il construit des tableaux, des planches, qui sont proposés comme ça, comme une histoire de l'art. Aby Warburg, en fait, il n'a jamais écrit sur l'histoire de l'art, il a fait tous ces panneaux-là qui parlent d'histoire de l'art. Et en fait, l'intérêt, c'est que nous, en tant que public, spectateur, je ne sais pas, regardeur, quand on se retrouve devant ces panneaux, on fait notre propre histoire de l'art, en fait. On associe les images, c'est du collage, hein, on associe les images, on associe les références, et on comble le vide, si vous voulez, on comble les espaces entre. Et on construit notre propre discours sur ces images-là. Donc de la même façon, hein, dans les montages que je vais vous montrer juste après, les images vont se croiser, se télescoper pour fabriquer du sens. Le glissement des images entre elles, par chevauchement, transparence, fondu, coupure, hein, qu'autorise le montage numérique aujourd'hui, met à jour un espace de création dans lequel se révèle et se construit une pensée, comme dans le travail d'Aby Warburg. Donc une image du lieu rapprochée par exemple d'une autre image du lieu, hein, des prises de vue du lieu rapprochées les unes des autres, vont créer une nouvelle représentation intuitive qui à son tour peut appeler des références iconographiques ou des références théoriques, empruntées aux arts visuels et à l'architecture. Et ces références, en fait, par construction, comme ça, en croisement, en se croisant, vont permettre de fabriquer des nouvelles images qui, associées aux images du réel, vont construire le discours des vidéos. Donc il n'y a absolument pas dans ces travaux-là, c'est vraiment de l'expérimental, il n'y a absolument pas d'idée de cinéma, à aucun moment. C'est d'ailleurs la difficulté de travailler avec les étudiants, c'est qu'ils arrivent et ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Ils ont déjà une histoire, ils ont une introduction et une conclusion, ce qui ne va pas du tout. Donc chaque fois, il faut reprendre et repartir à l'envers. Parce que ce qu'il faut, c'est que les images leur permettent de voir ce qui se passe dans cette architecture, et non le contraire, en fait. Donc il faut que le langage, l'image est un langage, en fait. Et donc il faut l'utiliser en tant que tel. En fait, chaque étape est indépendante. L'analyse du site par l'image, par la prise de vue, est une première étape. L'étude des rushs et puis le choix des rushs, c'est une deuxième étape. Le montage, c'est une troisième étape. Et une fois qu'on est monté, on oublie totalement au début, en fait. On oublie totalement le bâtiment, mais plutôt on traduit la perception qu'on a eue, hein, cette perception sensible qu'on a eue dans ce bâtiment, comment on la traduit à partir des images du bâtiment et d'autres références qui viennent nourrir en fait cette perception. Ce processus, donc, il est proposé en enseignement depuis 2005 à Grenoble et donc depuis la rentrée dernière à Fribourg, avec donc chaque année en fait c'est assez nouveau parce qu'on a chaque fois des temps très courts pour faire travailler les étudiants. Ce sont des étudiants qui ne connaissent pas l'outil, qui ne savent pas faire du montage, mais bon, à la limite c'est très bien. Donc il faut chaque fois s'adapter. Je vais vous montrer certaines propositions qui ont été faites. La première, c'est un exercice sensible d'une architecture dans Grenoble par les étudiants. Donc c'était un cours qui durait 10 heures. On avait 2 fois 5 heures, le vendredi après-midi, pour travailler ensemble. Et les 5 premières heures, on choisissait le bâtiment. Bon, les étudiants choisissaient le bâtiment. Partaient faire les prises de vue. 5 heures suivantes, ils faisaient essentiellement du montage. Donc ça a donné des choses assez intéressantes dans l'approche de l'architecture et du regard qu'on peut poser sur des bâtiments ordinaires ou moins ordinaires. Ça c'est le garage hélicoïdal à Grenoble qui date des années 1920-1930.
C'était un travail en 10 heures, c'était en licence 2. Et puis là, c'est un travail en 5 jours, c'est des options, des ateliers sur 5 jours. On travaille avec un petit groupe d'étudiants, ça c'est en master 1. Et le thème là, c'était de travailler sur la ville en mutation, à partir d'un espace donné aussi dans Grenoble, qui est ce pont là que vous avez en face avec les voitures derrière, en bas, le pont d'Estacade, qui regroupe en fait, qui est un peu un nœud dans Grenoble, et qui regroupe donc le passage piéton sur les côtés, automobile au centre, et puis les trains au-dessus. Donc voilà, on est parti sur ce site-là, qui coupe la ville en 4 en fait, en 4 quartiers bien distincts aussi. Donc voilà, on est parti là, puis les étudiants pouvaient soit travailler sur cet espace-là, ou partir sur un des quartiers, et puis traduire, interpréter par l'image une ambiance, une atmosphère du quartier. Là, j'en ai choisi un qui reste plus axé sur la voie de chemin de fer. Elles ont eu le temps d'aller chercher des références, on a eu le temps de travailler plus en amont, et elles travaillaient donc sur cette montée en puissance de ce quartier durant la journée. Elles ont filmé la nuit, enfin on ne retrouve plus là, mais elles se sont vraiment bien investies. Voilà. Ça, c'est 5 jours. Ça, c'est 5 jours de travail. Et oui, oui. Et puis avec des étudiants de master, donc master 1 qui ont 2 ans, quasiment 2 ans de formation en plus. En fait, le but, c'était de partir de la vidéo pour faire du volume. Donc, on a travaillé avec un artiste qui est venu avec nous, qui fait le travail de volume. Alors voilà, je vous montre, là, ça reprend tout ce qui a été fait. Donc, je vais juste peut-être vous expliquer. On avait choisi un site dans Grenoble, donc les quais de l'Isère, le quartier italien, une petite rue en fait en bordure d'Isère, avec un mur de bâtiments du 16e, 15e, 16e, 17e siècle, avec derrière la montagne qui part tout de suite derrière. Donc on était parti sur une séquence, une section de cet axe-là. Et puis les étudiants donc, devaient aller filmer et revenir avec, comme chaque fois, avec des images pour construire une perception de cet espace-là. Donc ils ont construit des vidéos, ils ont construit des perceptions à partir de vidéos, ils en ont fait plusieurs. Là c'était en 5 jours aussi. Ils en ont construit, certains ont fait 5-6 vidéos. Et puis à partir de ces vidéos, ils ont extrait des images, les images qui leur semblaient les plus fortes, les plus importantes, qu'ils ont retravaillées après, essentiellement en dessin, pour les passer en volume. Et donc à la fin, ils ont fait du volume. Donc on a essayé de voir comment l'image, en fait, le montage, pouvait permettre de faire, entre guillemets, du projet. Voilà un panel de choses qu'on a montées, qu'on expérimente. Hein. En même temps, la vidéo, elle arrive juste dans les écoles d'architecture, ça dépend lesquelles, mais elle arrive juste dans les écoles. Elle est pas conventionnelle, elle est difficile à mettre en place. C'est quand même un moyen, même si on peut faire des images avec un appareil photo, avec un téléphone, après derrière, ça demande quand même des moyens pour faire les montages, pour travailler. Donc c'est pas aussi simple que ça. Mais ce qu'on met en place là, parce que j'ai une personne qui travaille régulièrement avec moi depuis le début, c'est qu'on avance, on tâtonne en fait, on essaie de voir comment la vidéo peut venir comme ça nourrir l'architecture. Alors cette année, on a eu une proposition pour travailler en studio, donc en atelier. Donc on a pu travailler, comme c'est mis en place cette année, on n'a pas vraiment pu suivre l'exercice, mais en amont, on a travaillé sur l'analyse du site par la vidéo. Donc les étudiants ont fait de la même façon des petites vidéos. Alors là encore, ils étaient 70 et j'étais toute seule à les encadrer, donc ça a été difficile. Mais des choses très courtes en 8 heures, 2 fois 4 heures, où ils ont fait des petits montages et il y a des choses vraiment intéressantes qui sont sorties
pas forcément dans la qualité des vidéos, mais dans les idées que ça a produit. Il y a une fille qui a travaillé sur les sons du site en vidéo, donc par des images, qui a fait un montage, et qui après voulait réintégrer ces sons dans la disposition des espaces qu'elle allait produire sur le site. Donc elle voulait faire tout un travail là-dessus. Donc voilà, ça a déclenché des choses. Même si je vous dis, les vidéos, voilà, c'est des outils, c'est de la matière de travail. Mais c'est pas la même chose, bon là aussi, mais là c'est des choses un peu plus abouties. Donc voilà, donc on a réussi à faire ça et j'espère que l'année prochaine on pourra alimenter plus longuement et puis suivre tout l'exercice en fait pour pouvoir intervenir à différents niveaux. Et à aucun moment, en fait, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais à aucun moment la vidéo, elle prend la place du dessin, elle prend la place de la photo, de la maquette. Hein, c'est complémentaire, en fait, le but c'est d'apporter un outil en plus, un regard supplémentaire qui correspond à notre pensée contemporaine, il me semble. On a vu largement l'évolution de la pensée de l'art et de l'architecture avec le cinéma. Hein, c'est quelque chose de très important dans le début du XXe. Et aujourd'hui, ben, on lit beaucoup de choses là-dessus. Hein, j'ai rien inventé, mais on a énormément de liens, de choses à faire vis-à-vis des réseaux, hein, en particulier d'Internet, qui nous place dans un système de réel virtuel aussi. Il y a plein de textes là-dessus, donc je veux pas. Mais où on développe forcément une pensée qui est associée à ces outils. Donc qu'est-ce que ça produit? Et la vidéo, elle permet comme ça de s'en saisir et elle permet de produire. Donc il me semble que c'est un outil qui a sa place aujourd'hui. Il est utilisé depuis très peu, hein, depuis la fin des années 80 en architecture, en particulier en Amérique du Nord, où il y a une culture, au Canada, il y a une culture de l'image assez forte, beaucoup plus avancée que la nôtre. Et puis, voilà, ça se fait parce que l'art vidéo aussi se développe énormément. Il est très mis en avant par Internet, surtout c'est quelque chose qui est visuel, donc ça peut passer très facilement. Donc c'est quelque chose qui se met en place, parce que les outils aussi se sont développés. On a tous un téléphone, pas moi, mais qui fait caméra. Voilà, on a plein d'outils pour filmer. On peut saisir comme ça, on peut le monter assez vite, tous les ordinateurs en logiciel, et puis on peut envoyer comme ça les choses. Donc voilà. Donc c'est un outil complémentaire qui, selon moi, correspond à ce qu'on vit. Voilà. J'ai une dernière. Là, c'est un travail de recherche qu'on a mené cette année dans le cadre de Logo 12 qui se tenait à Porto. Donc on avait été retenu sur notre proposition, et notre proposition, c'était pas un texte, en fait, c'était de faire une vidéo sur un espace urbain. Donc, le thème, c'était l'espace urbain contemporain. Et on a travaillé en fait avec un urbaniste qui fait aussi de la vidéo, un chorégraphe qui lui aussi qui est architecte et qui fait aussi de la vidéo, et puis moi-même, sur le projet de Bernard Tchoumi à Lausanne, qui est le projet du Flon, en fait, le projet Interface, qui est un lieu, une gare en fait, c'est pas vraiment une gare, mais qui a une place qui a été aménagée, qui accueille l'arrivée du métro. Alors le métro à Lausanne, hein, c'est le métro de Paris, il y a 2 lignes, hein, c'est quelque chose d'assez tranquille. Le métro, les bus, les automobiles qui tournent autour, le LEM qui est le train de banlieue qui arrive jusqu'au centre de la ville. Donc c'est un nœud comme ça qui concentre, nœud multimodal, qui concentre ces différentes activités. Et donc on a voulu travailler sur les déplacements des corps dans cet espace, et on a fait 3 vidéos. Alors je ne sais pas, ça dure 12 minutes. Les 3 vidéos sont indépendantes parce qu'en fait on a tous les 3 une façon de travailler très différente. Donc au début on les travaillait ensemble, mais en fait c'était très compliqué, donc on a chacun fait nos vidéos, et puis on les a montées. Voilà, il n'y a pas vraiment de logique dans le montage, elles sont proposées ensemble. Le lien du coup, dans notre travail, c'était le danseur,
Et puis, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on filmait en même temps, par le même temps, on n'avait pas plus de temps, on ne pouvait pas y retourner, et puis qu'on construisait ça très vite en 2 jours derrière. Très là, en fait, c'est un panel, et puis en même temps, la relation art, visuel, architecture, elle est très large parce que je l'utilise de différentes manières. Je l'utilise dans la théorie, je l'utilise à travers l'histoire de l'art, parce que j'enseigne aussi l'histoire de l'art. Je l'utilise à travers la vidéo, donc c'est voilà. Et tout ça pour essayer de, quel que soit l'enseignement en fait, de saisir ces perceptions qui pour moi, dans l'espace contemporain, dans ce qui est fait aujourd'hui, dans certaines réalisations aujourd'hui, est de l'ordre des arts visuels. Donc comment saisir cette perception qui est équivalente à ce que produit une œuvre d'art en fait.